Vous êtes sur Medi 1 TV Afrique. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du Talk Afrique. Cette année, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, célèbre ses 25 ans. 25 ans d'existence, 25 ans de difficiles progrès, 25 ans de défis. Au cœur des débats, la question de la libre circulation des personnes et des biens, l'évolution des économies nationales et autres. Que retenir de ces 25 ans d'existence ? Aujourd'hui, nous en parlons avec Youssouf Karius, directeur général de Pulsar Partners, société d'investissement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Et avec nous sur ce plateau, Abdoulaye Bamba. Vous êtes spécialiste en relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Soyez le bienvenu. Je vous en prie. Alors, nous allons commencer avec vous, M. Youssouf Karius. Vous qui surveillez de près l'évolution des économies locales et recherchez les secteurs promoteurs d'investissement, comment se porte l'économie de la zone UEMOA ? On a une économie en zone UEMOA qui progresse sur les dernières années, qui progresse relativement vite. C'est une des zones qui a le taux de croissance le plus important d'Afrique subsaharienne, régionalement. C'est une croissance qui tourne autour de 6-7% depuis de nombreuses années maintenant. C'est une zone qui est aussi, pour nous en tant qu'investisseurs, une zone relativement résiliente dès lors qu'on a une monnaie commune avec une fluctuation du risque de change qui est relativement stable. Donc ça nous permet d'investir avec une certaine stabilité sur nos positions en termes d'investissement. Donc c'est plutôt une zone très intéressante pour des investisseurs qui est encore très peu connue. Donc effectivement, pour nous, le bilan de la zone en termes de capacité d'absorption est encore relativement limité parce que l'intégration, je pense, n'est pas encore suffisamment aboutie. On travaille encore sur des marchés qui sont individuellement très petits. Donc l'intégration régionale va permettre de construire ce gros marché qui, pour nous, en tant qu'investisseurs, va nous permettre de construire notre croissance future et donc d'attaquer un marché qui a une taille significative. Donc l'intégration régionale, c'est vraiment le mot-clé pour le développement de cette zone économique. Mais quand on sait déjà que l'UEMOA, c'est une population d'environ 117 millions d'habitants, un marché assez quand même florissant et important, comment les États membres peuvent arriver à capitaliser ce marché-là ? Bon, vous avez dit 117, moi mes chiffres donnent environ 120, c'est un peu la même fourchette. C'est une masse critique importante pour l'économie, donc c'est une économie à échelle régionale qui peut être ou qui est déjà exploitée par les 8 pays. Mais il faut dire qu'il y a encore quelques blocages au niveau des tests, ce qui donne parfois l'impression que cette économie, que la dynamique de cette économie est encore lente, mais elle est réelle. Tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez parlé d'intégration difficile, mais je dirais qu'il y a intégration. Seulement retenir que c'est 25 ans que l'UEMOA existe, c'est juste un quart de siècle. Donc cette difficulté que vous voyez est peut-être liée à la jeunesse de l'organisation, mais il faut estimer et il faut comprendre que beaucoup de choses ont été déjà faites, beaucoup de choses restent à faire, mais c'est surtout au niveau des tests qu'il faut vraiment veiller à l'application et au suivi de ces tests. Alors, veiller à l'application de ces textes. En 25 ans d'existence de l'UEMOA, quels sont les grands chantiers qui ont été déjà réalisés ? En 25 ans, le premier chantier d'abord, c'est d'avoir réussi à constituer un espace géographique harmonisé, intégré sur le plan économique. Ça, c'est un acquis. Et il y a aussi les taxes économiques au niveau de l'Union, une façon d'uniformiser ces taxes. Il y a aussi la politique agricole de l'Union qui a été adoptée par les États membres. Il y a au niveau des collectivités territoriales une association. Il y a également au niveau des femmes élues une association. Vous voyez que donc au sein de l'Union, il y a à l'intérieur de l'Union des regroupements qui sont faits dans l'optique d'harmoniser, d'uniformiser les façons de faire des différents pays. Alors, on parle d'intégration, toutes ces composantes-là sont activées, mais concrètement sur le terrain, il nous revient constamment cette histoire de corridors. Il y a beaucoup trop de contrôle au niveau des corridors pour le transport des marchandises, les difficultés d'accès, les faux frais au niveau du transport des marchandises. Qu'en est-il, vous qui êtes opérateur économique, quelle est la réalité sur le terrain ? Écoutez, c'est exactement ce que vous avez dit. Sur le terrain, on a cette problématique de pouvoir
respecter, donc mettre en œuvre véritablement les textes qui sont d'ailleurs déjà existants au niveau de l'UEMOA, qui permettent de fluidifier les échanges. Ce qu'on ne comprend pas suffisamment, je pense, au niveau stratégique dans l'ensemble de ces pays, à la tête de ces pays, c'est qu'on ne peut pas penser des économies de production, comme c'est le cas de la plupart des économies de l'UEMOA, on ne peut pas penser des économies de production sans marché suffisamment important. Ce qui fait le succès, par exemple, du Nigeria, dans une certaine mesure, de la Chine, de l'Europe, par exemple, de l'Amérique, c'est la taille de leur marché. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est 23 millions de personnes. Ce sont de trop petits marchés. Naturellement, vous pouvez penser une économie de production, mais votre marché naturel, s'il ne s'étend pas en dehors de vos frontières, en réalité, vous restreignez votre capacité de croissance future. Et c'est ce qu'on devrait comprendre en UEMOA. Mais cela dit, il y a quand même quelque chose qui, pour moi, est un des véritables succès de l'UEMOA, c'est sa bourse régionale. Certes, on est encore loin du compte, il y a encore très peu de valeurs cotées à la bourse, mais on a un système financier qui est aujourd'hui parfaitement intégré, qui permet de récolter des flux de capitaux de l'ensemble des pays de la région, avec exactement les mêmes conditions en termes de fiscalité, en termes de conditions de crédit, en termes pour les États, par exemple, pour le financement des budgets des États. Et ça, je pense que c'est quand même un succès notable. C'est la seule véritable bourse régionale qui, structurellement, arrive à fonctionner à l'échelle mondiale, je parle. Donc c'est quand même quelque chose de significatif. Alors, de ces 25 ans-là, il en ressort aussi des défis importants, notamment au niveau de la jeunesse. On voit ces dernières années la question de l'immigration. Beaucoup de jeunes de cette zone de l'Afrique ont tendance à aller regarder de l'autre côté, en Europe. Qu'est-ce qui explique ces facteurs-là? Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur la question des corridors. Bien sûr. En réalité, la question des corridors s'explique par plusieurs paramètres. Il y a le paramètre sécuritaire, avec le mouvement terroriste un peu partout. Les États membres de l'UEMOA ont mis en place des dispositifs sécuritaires. Malheureusement, ceux qui sont sur le terrain, les corps habillés, comme on le dit de façon habituelle, outrepassent un peu parfois leurs autorités en racketant les transporteurs, ce qui est effectivement une entrave à la bonne marche de l'intégration. Pour revenir maintenant à la question, effectivement, c'est un véritable mal au niveau de toute l'Afrique. Ce n'est pas seulement l'UEMOA qui est confronté à cela. Et les chefs d'État en sont conscients. D'ailleurs, dans les défis qui se sont lancés, il y a la question du terrorisme, la question de l'immigration, mais surtout l'épanouissement de la jeunesse. Et à ce niveau, le dernier, lors de l'anniversaire de l'UEMOA, le président en exercice, le président Ouattara et le président burkinabé en ont parlé. Les chefs d'État cherchent des solutions. Trouver du travail, réduire le taux de chômage, et surtout créer ce vaste marché régional qui va donner de l'emploi aux jeunes et qui va les empêcher ou les décourager à aller voir ailleurs. Voilà. Donc, on sait déjà que dans la zone UEMOA, 65% de la population a moins de 35 ans, une forte population jeune. Et on sait aussi que l'économie est tenue en griffe par les entrepreneurs, les petits entrepreneurs, à hauteur de 92%. Quelle est la place de l'entrepreneuriat au niveau de la zone UEMOA? Comment l'entrepreneuriat se porte dans cette zone? Vous savez, alors la situation que vous citez est tout à fait naturelle. Dans l'ensemble des économies, effectivement, l'emploi est porté par d'abord les PME, par d'abord les petites entreprises. Et effectivement, plus on a d'initiatives entrepreneuriales, plus effectivement ça crée un vivier d'emplois potentiels intéressant. Mais on a un problème en UEMOA qui est aussi un problème de formation. On a une inadéquation complète entre les systèmes éducatifs et les besoins en termes d'emploi. Aujourd'hui, les besoins en termes d'emploi technique, par exemple, sont sous-staffés, c'est-à-dire qu'il y a moins de personnes employables sur des métiers techniques que nécessaire. Donc naturellement, il y a énormément de petites niches comme ça, d'emplois qui ne sont pas couvertes par les systèmes éducatifs locaux. Ça, c'est une vraie problématique, je pense, pour répondre à la question du chômage. Pour répondre à la question des PME, pour moi, et de l'entrepreneuriat, je ne me ferai pas que des amis en disant ça, mais je pense que l'entrepreneuriat, ce n'est pas... il ne faut pas forcément en faire une promotion à tout va. C'est-à-dire que, pour moi, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une solution par défaut. Et effectivement, on fait l'erreur aujourd'hui de présenter systématiquement l'entrepreneuriat comme une solution par défaut à ceux qui ne trouvent pas d'emploi.
Pour moi, on entreprend par passion, on entreprend par envie. On n'entreprend pas parce qu'on ne trouve pas de boulot, tout simplement parce qu'en réalité, pour moi, c'est plus difficile d'entreprendre que de trouver du boulot. Donc, naturellement, je pense qu'il est important pour les jeunes de notre génération, je pense en faire encore partie, de comprendre que l'entrepreneuriat, ça ne doit pas être une solution par défaut. Et il faut s'y inscrire, effectivement, parce qu'on en a besoin de jeunes entrepreneurs, mais il faut s'y inscrire en connaissance de cause. Les entrepreneurs, la plupart du temps, une statistique classique, c'est 75% des entreprises qui meurent au bout de 5 ans. C'est-à-dire que vous avez potentiellement 75% de chances de fermer votre entreprise au bout de 5 ans. Alors là, permettez-moi de rebondir un peu sur votre intervention. Inadéquation au niveau de la formation, la politique de l'entrepreneuriat, elle doit être menée mais de façon intelligente. André, j'aimerais revenir pour vous qui étudiez les relations internationales entre les pays. Est-ce qu'on peut parler de convergence réelle au niveau des politiques des États? Chaque État y va de sa politique. Est-ce que ça pose pas un problème de stabilité même au niveau de la zone UEMOA? Oui, on peut parler de convergence puisqu'il y a des tests. Et les 8 États sont d'accord sur les tests. Mais est-ce qu'il l'applique effectivement? C'est déjà une forme de convergence. Je prendrai le cas du système éducatif au supérieur. Le système LMD a été harmonisé au niveau des 8 États de l'UEMOA. De sorte que moi, enseignant-chercheur à l'Université Félix-Houphouët-Boigny, je peux aller au Burkina Faso, au Mali et les autres pays membres de l'UEMOA, donner des cours sur les mêmes bases, les mêmes règles établies en Côte d'Ivoire. C'est déjà une forme de convergence déjà. Mais je reconnais que dans les faits, dans la pratique, il y a encore des embûches. Mais théoriquement, ça existe, la convergence existe. Et cette convergence va au-delà même de l'éducation, au niveau des politiques entre les États. Les États sont tombés d'accord sur des textes dans l'optique, à la longue, comme je l'ai dit, dans un délai beaucoup plus raisonnable pour les chefs d'État, c'est d'harmoniser, de fusionner certains tests pour que les États fonctionnent de la même façon ou selon les mêmes règles. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, on a encore des difficultés. On a encore des difficultés dans la pratique. Et toujours au niveau des politiques en matière des États, le volet sécuritaire, on parle bien souvent de terrorisme. Comment cela est géré dans cette zone-là concrètement? À l'exemple de ce qui se passe actuellement au Sahel, il y a une forme de coordination des informations entre les États. Il faut coordonner les informations. Il faut qu'aux frontières, il y ait une collaboration entre les services de sécurité pour qu'on puisse faire reculer donc, ce terrorisme qui gagne de plus en plus de terrain dans l'espace UEMOA et au-delà de l'espace UEMOA. Donc, les chefs d'État et les structures adaptées à ces questions ont tendance de plus en plus à collaborer, à échanger les informations pour être au même niveau d'information. Quand vous prenez le cas de ce qui s'est passé à Bassam, on attrape les auteurs dans un autre pays sur la base des échanges d'informations. Pour dire donc que les États coordonnent les informations, collaborent ensemble parce qu'ils sont conscients des dangers du terrorisme. Alors, union économique et monétaire, on est basé plus sur l'économie. Il y a un dénominateur commun à tous ces États-là, la monnaie, le franc CFA. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Comment le franc CFA se comporte? C'est une question qui est extrêmement passionnée aujourd'hui, à juste titre d'ailleurs. C'est une question, le CFA, qui est historique. Je pense que c'est peut-être le dernier lien véritable entre l'ancien colon et la région. Ma position, pour moi, elle est extrêmement rationnelle. Et encore une fois, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Je pense que le processus d'indépendance monétaire de la région doit obligatoirement être entamé de toute façon. Parce que le fait d'avoir une monnaie commune et un arrimage à l'euro impute une partie de la capacité de la Banque centrale à utiliser le levier monétaire. Vous savez, le levier monétaire, la valeur de la monnaie, c'est un des premiers amortisseurs de crise, par exemple. Quand vous avez une crise économique, la monnaie se réajuste pour que, justement, la crise ne soit pas trop violente. Donc, il y a deux outils classiques qui sont utilisés par à la fois les politiques et les banquiers centraux. C'est d'abord la monnaie et ensuite le budget.
Donc la capacité d'investissement des États va permettre d'amortir un petit peu les crises économiques. Aujourd'hui, la BCEAO n'a aucun levier monétaire à sa disposition pour influencer, entre guillemets, les croissances économiques de la région. Donc effectivement, la monnaie CFA en tant que telle impute une partie de la souveraineté en termes de politique monétaire. Donc je pense que le process de changement monétaire doit obligatoirement être mené. Par contre, il doit être fait intelligemment. Il y a aussi des avantages d'ailleurs au CFA. Je citais tout à l'heure le fait de pouvoir avoir des termes de l'échange relativement stables. Quand vous avez un arrimage à une monnaie forte qui, elle, est relativement stable, mais en réalité, en UEMOA, on est une des zones où les fluctuations de change, donc entre le CFA et les autres monnaies, sont une des plus faibles à travers l'ensemble de l'Afrique, l'ensemble du continent. Donc pour nous qui sommes investisseurs, vous prenez l'exemple du Ghana en 2015 par exemple, le CEDI a perdu 40% de sa valeur en 2015, sur un an. C'est-à-dire que moi, en tant qu'investisseur, si j'ai placé de l'argent en début d'année, je schématise, mais en début d'année au Ghana, en fin d'année, j'ai encore rien fait, j'ai déjà perdu 40% de la valeur de mon investissement. C'est ça le risque de change en réalité. Donc on est dans un système qui nous protège relativement par rapport à ça. Par contre, il y a une chose dont on ne parle quasiment jamais, et je pense que c'est très important de le savoir et de le comprendre, et les Italiens ont déjà fait, je pense, des petites communications et des petites piques au gouvernement français sur la question. Le CFA n'est pas garanti par la Banque Centrale Européenne. Ça, il faut le comprendre. L'Europe a écrit une lettre au moment du passage du franc français à l'euro pour dire au gouvernement français et donc au Trésor français qu'en réalité, le Trésor français est l'entité qui véritablement garantit les termes de change avec l'euro. Bruxelles a écrit une lettre pour spécifier qu'en aucun cas, Bruxelles serait garant, en cas de problème, Bruxelles serait garant de ces termes qui sont uniquement entre la France et la zone économique ouest-africaine. Donc ça, il faut le comprendre, c'est-à-dire qu'en cas de problème, l'arrimage à l'euro, en réalité, c'est un arrimage au trésor français. Donc ça crée un risque potentiel qui peut potentiellement être extrêmement néfaste pour l'ensemble de la région. Donc le processus, pour moi, doit être entamé. Je pense que le meilleur modèle sur lequel, à mon avis, je pense que l'ensemble des théoriciens sont relativement unanimes sur le fait de rester en change fixe ou en change flexible. Si on reste sur une monnaie en change fixe, il faut que ce soit une monnaie arrimée à un panier monétaire, plutôt que une monnaie unique. C'est quoi le panier monétaire? Le panier monétaire pourrait être par exemple euro, dollar, yuan et yen par exemple, ou même indexé sur l'index monétaire du FMI. Ça pourrait être le cas. Ça continuerait de garantir une certaine stabilité de la monnaie. Donc à ce stade, on peut dire que la zone UEMOA qui repose sur le franc CFA, pour le moment ça va, mais... Il faut faire attention parce que quand vous êtes dans une zone qui est commercialement déficitaire par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on achète plus à l'extérieur qu'on ne vend. La Côte d'Ivoire est peut-être le seul pays qui est excédentaire du fait du cacao. Quand vous êtes dans une zone où vous achetez plus à l'extérieur que vous ne vendez, vous avez tout intérêt à stabiliser les termes de l'échange. Sinon, dès lors que votre monnaie baisse, tout ce que vous achetez dehors parce que vous achetez plus va vous coûter plus cher. Plus cher. Et cela me ramène à vous poser la question, si je sais que vous voulez réagir, vous allez réagir tout à l'heure sur la réponse. Mais déjà, au niveau de la zone UEMOA, quels sont les grands piliers de l'économie? Sur quoi repose la zone UEMOA concrètement? L'agriculture? Est-ce que l'industrialisation a commencé? La technologie? Sur quoi la zone UEMOA se base présentement, à 25 ans après? 30 secondes, je reviens sur son intervention. Alors, je voudrais dire qu'au niveau de l'UEMOA, les États sont conscients de ces faits-là. Et quand vous prenez la CEDEAO, tous ces pays membres de l'UEMOA sont membres de la CEDEAO, il est prévu effectivement une uniformisation de la monnaie. Les pays qui ont le CFA vont rester pendant un moment avec le CFA, et les autres pays vont, autour du Nigeria, créer une monnaie et à la longue, avoir une monnaie commune au sein de la CEDEAO. Vous voyez, au-delà même de l'UEMOA. Pour revenir à la question, c'est d'abord l'agriculture. Vous savez, l'économie de nos pays repose essentiellement sur l'agriculture. Le décollage industriel est encore lent. Et même à ce niveau-là, on a pratiquement les mêmes industries dans les différents pays. Donc il n'y a pas de complémentarité au niveau des industries des pays UEMOA. Ce qui explique la faiblesse des échanges intra-régionaux. Donc l'agriculture d'abord, l'industrie ensuite, puis l'industrie elle est vraiment lente. Alors donc, au-delà de tout cela, au niveau des marchés publics pour les entreprises et autres, on voit que souvent les marchés sont faits d'une certaine manière. Au niveau de la zone UEMOA,
quelles sont les politiques qui sont mises en place pour favoriser vraiment le développement des entreprises au niveau des marchés publics? D'abord, c'est au niveau des taxes, veiller à diminuer au maximum les taxes pour ne pas que les entrepreneurs souffrent beaucoup. Et cette uniformisation des taxes au sein des pays de l'UEMOA est vraiment une avancée. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais vraiment une avancée. Ensuite, il y a la volonté politique qui doit accompagner tout ça. Vous savez, les beaux discours, c'est bien, mais si les chefs d'État ne font pas suivre ces discours d'actions concrètes, tout ce qu'on est en train de faire tombe dans l'eau. Donc, les taxes sont en train d'être uniformisées et abaissées. Les difficultés au niveau des frontières également, tantôt vous en avez parlé, sont en train d'être revues pour que l'écoulement des produits se fasse dans les meilleures conditions, qu'il y ait un climat commercial approprié et apaisé pour faciliter les échanges au sein de l'UEMOA. Donc on retient déjà que les pays de la zone UEMOA produisent ou ont pratiquement les mêmes activités, donc les échanges sont quand même limités. Tout à fait. Mais est-ce qu'on peut parler aussi au niveau on a parlé du volet sécuritaire, du volet politique, du volet économique, au niveau de l'environnement et du climat? On a vu un peu tout ce qui s'est passé dans question d'inondation, de sécheresse ici. 25 ans après, l'UEMOA, on en est où face à la question de l'environnement et du climat? Écoutez, je pense qu'il est facile aujourd'hui de constater que sur les questions climatiques, sur les questions environnementales, pour moi, l'UEMOA a été un total échec. Le Sénégal, par exemple, est le pays qui est potentiellement le plus sujet aux questions climatiques. C'est-à-dire que le climat, l'environnement a un impact de l'ordre de 1 à 2 points de croissance sur l'économie sénégalaise. Donc effectivement, ça touche l'agriculture, ça touche l'industrie chimique, parce que Dakar est une des premières industries chimiques de la région. On n'y travaille pas. Aujourd'hui, on n'y travaille pas. On a vu les scandales il y a quelques années d'Abidjan, par exemple, avec le Probo-Koala. La zone, beaucoup de fois, se présente comme une sorte de décharge à ciel ouvert de beaucoup d'industriels, et aucune norme aujourd'hui est véritablement respectée. Il y a énormément d'acteurs qui ne respectent pas les normes internationales, pourtant elles existent, pourtant les textes existent. Je pense que la répression est aussi très limitée sur ces questions. Et à mon avis, le gros chantier de l'environnement de demain, par exemple au niveau de l'agriculture, on parlait d'agriculture, on a un système agricole dans toute la région qui est basé sur des petits planteurs, à la différence par exemple des Américains, des Allemands, etc. C'est un peu le modèle français, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de petits planteurs qui travaillent et qui sont censés, justement du fait d'être en quelque sorte des artisans, travailler sur un niveau qualitatif au-dessus. L'impact sur le cacao, par exemple, il est extrême, c'est-à-dire que si vous ne travaillez pas à ce que les normes environnementales, les bonnes pratiques agricoles pour ces petits planteurs, par exemple sur le cacao, soient respectées, en théorie, le cacao, c'est 6 millions de personnes qui gravitent autour en termes d'emploi. Donc l'impact social du non-respect des normes, du non-respect des bonnes pratiques peut être extrêmement violent, parfois. Et vous avez un mot sur cette question de l'environnement? C'est un aspect, et il y a un aspect qui est beaucoup plus général, qui dépasse même les États de l'UEMOA, c'est la question du réchauffement climatique. Lorsque vous abordez cette question, ce ne sont pas essentiellement les pays membres de l'UEMOA, les pays africains qui polluent l'atmosphère de façon générale. C'est les grandes puissances, on les connaît, c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est ceux-là. Malheureusement, comme nous sommes sous les tropiques ici, nous subissons les affres de ce comportement de ces grandes puissances. Donc, pour les mesures en ce qui concerne ce réchauffement climatique, au-delà des États membres de l'UEMOA, il faut une prise de conscience générale pour aider ces États. Alors, nous arrivons au terme de ces échanges. Pour vous, 25 ans de l'UEMOA, en 30 secondes, qu'est-ce que vous retenez et qu'est-ce que vous espérez pour la suite? Écoutez, je pense que pour moi, personnellement, le point majeur, c'est d'abord le système financier qui, je pense, fonctionne très bien dans son administration et effectivement, on a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que c'est un des principaux succès de la région. J'attends véritablement pour moi dans le futur des actions concrètes qui vont permettre de bâtir véritablement ce marché unique. Aujourd'hui, on est dans un environnement mondial extrêmement compétitif. L'ambition, je pense, des Africains, c'est de voir naître
des peut-être multinationales qui vont pouvoir jouer des coudes, entre guillemets, avec les gros acteurs mondiaux. Et pour moi, tant que ces marchés régionaux ne sont pas suffisamment gros et concrets, on ne verra jamais les Africains lutter sur le plan international, jouer des coudes avec les meilleurs acteurs. Et je pense que l'ambition de l'UEMOA, elle doit être celle-là. Elle doit être de voir émerger ces entrepreneurs, ces entreprises à une échelle beaucoup plus grande que les pays pris individuellement. Une économie d'échelle. Et vous, quel sera votre mot de la fin? Je ne voudrais pas partager la dose pessimiste qui se dégage de son discours. Pour moi, il y a des acquis qu'il faut capitaliser. Et maintenant, il faut s'attaquer aux limites, aux défis. C'est une gestion beaucoup plus efficiente des dépenses publiques. C'est veiller à l'application rigoureuse des tests. Et pour moi, si on réussit à le faire, l'UEMOA sera une organisation, un modèle en termes d'intégration régionale. Alors, merci, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous parlions du bilan des 25 ans d'existence de l'UEMOA. Avec nous, nous avions Youssouf Karius, directeur général de Pulsar Partners. Merci d'être venu nous gratifier de votre expérience. Et aussi avec nous, Abdoulaye Bamba, spécialiste en relations internationales à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Madame, messieurs, l'information continue sur Medi 1 TV Afrique.